ça ne va pas plaire aux Parisiens. Gagnez 5-0, posez-vous les questions à vous-même. Moi, ce monsieur, je ne le connais pas. Vous lui mettez un carton rouge? Je ne veux pas lui mettre un carton rouge, mais ça ne vaut pas la peine. C'est tout ce que je voulais faire, moi, de l'OM. Aujourd'hui, il est à Riyad, il est à Jeddah. Oui. Honneur et dévouement, gloire aux meilleurs serviteurs. Voilà. Salut les passionnés, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, moment exceptionnel, interview unique. Il ne s'était jamais livré de cette façon-là à aucun média français. Mohamed Ayachi Ajroudi, l'homme d'affaires dont vous avez entendu parler dans le monde du football à l'été 2020. J'étais le premier à vous parler de ce duo qui n'était pas fait pour s'entendre avec Mourad Boudjelal, tentative avortée de le rachat de l'Olympique de Marseille. Et finalement, il va revenir là-dessus. Il va se livrer à bâton rompu comme jamais aujourd'hui, rien que pour vous, où il va parler de l'OM bien sûr, du Paris Saint-Germain, du football. Il adresse un carton rouge à la FIFA, de la corruption, de menaces aussi dans les entrailles du pouvoir. Il nous parle notamment d'Alexandre Djouri, proche de Nicolas Sarkozy. On parle ensemble de corruption, des affaires, comment il a fait fortune dans l'hydraulique, l'Arabie Saoudite, le Qatar. Bref, énormément de choses à dire. Grand monsieur, à vous de le découvrir. Et merci à tous les nouveaux abonnés, activez les notifications. Je vous dis ça parce que ça nous permet, dans les mois et semaines à venir, bien sûr, de vous offrir encore plus d'interviews exclusives, de moments marquants comme celui-là, d'invités exceptionnels. Bref, merci. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Monsieur Ajroudi, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici chez vous, à Paris. On fait cette vidéo discussion longue durée en partenariat avec le site teamfootball.fr que je remercie pour la passe décisive. Et on va parler de votre vie, de votre carrière, partager votre expérience, parler de football aussi parce que vous adorez ça. Ouais, absolument. Bon, ouais, très bien. Alors, j'ai répertorié tout ce que vous avez fait, mais certainement pas tout. Ingénieur, homme d'affaires, entrepreneur, homme politique, grand industriel, spécialiste de l'énergie, notamment hydraulique. Est-ce que ça vous convient comme présentation ou est-ce que ça comporte des erreurs déjà? Non, pas d'erreurs. c'est bon. Bon, c'est bon. Et qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait et que vous auriez aimé faire? Ouais, parce que j'en... Vous m'avez- Oui, ben... C'est trop tard. non. Non, mais ben... Ce que j'ai envie de faire, Ouais. avoir une bonne équipe de foot ici en France. Ah, oh là, on commence. On commence à parler des sujets polémiques. Non, Ça mais va faire du non, bruit, c'est pas ça. polémique, c'est le rêve de chacun. Mais c'est vrai, c'est On un peut beau tous rêve. rêver, non? C'est un beau rêve. Ouais, Justement, vous êtes de Gabès, Oui. au sud de la Tunisie. Ouais. Vous avez vécu dans une famille de militaires. C'est des bons. Vous avez quitté, suite malheureusement au décès de votre père adolescent, C'est la bon. Tunisie pour la France, C'est afin de faire votre vie, votre carrière. Ouais. Mais on a vu à travers votre vie que vous êtes un citoyen du monde revendiqué, Ouais. grand voyageur, Ouais. là pour la paix. Ouais. Vous êtes contre les vendeurs de mort. vous Absolument. dites. Exactement. Alors justement, tout ce qu'on a pu lire en France à Ouais. votre sujet, dans Ouais. tous les sens, c'est Ouais. parti du négatif au positif aussi. Ouais. Comment vous l'expliquez que il y a autant de gens qui soient totalement en désaccord à votre sujet? Ben, c'est qu'ils sont en désaccord, c'est qu'ils ne me connaissent pas, ils me comprennent. Oui. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Je considère ça, c'est de l'arbitraire. Ouais. Parce qu'il faut chercher avant de porter un jugement sur une personne. Essayons de gratter un petit peu, chercher un petit peu, voir un petit peu sa situation, comment il se comporte comme citoyen. Est-ce qu'il a des problèmes ou il n'a pas des problèmes? Est-ce qu'il paye ses impôts ou pas? Est-ce qu'il a une feuille d'impôt ou pas? Vous les payez en France? Oui, je paye. Moi, je suis pas là pour ça. Non, mais la grande partie se bat en France, oui. D'accord. Donc, Parce qu'on a sorti les cartons rouges. S'il faut, vous en donnez, j'en mets. non, mais ça va, on essaie d'éviter ça et dire les choses comme ils sont exactement. Donc, bah, c'est qu'ils portent, qu'ils ont un jugement me concernant. Moi, je sais, j'ai jamais fait de mal à personne, jamais pris rien à quiconque. Donc, j'ai fait mon travail. Mon chemin est de droit. On vous a rarement vu réagir justement à ces choses-là. C'est que ça vous passe au-dessus ou ça vous a quand même blessé? Non, ça me blesse pas du tout, parce que je sais que je suis sans aucune prétention. Des moments que je triche pas. Je prends pas les biens des autres. Je travaille. Je me suis fait par moi-même. Je dois rien à personne, sauf à Dieu et mes parents, c'est tout. Donc là, je dois beaucoup de choses. Mais par contre, matériellement, ma vie, je ne dois rien à personne. À personne. En revanche, il y a des gens qui vous doivent des choses puisqu'ils vous ont donné
une distinction récemment au Sénat en France. Vous avez reçu une médaille. Vous pouvez nous les montrer parce que on en a discuté nous avant l'interview. Ça m'a intéressé. Vous avez été décoré. Qu'est-ce que c'est que cette distinction? Ben voilà, la distinction, elle est là. Honneur et dévouement, gloire aux meilleurs serviteurs. Voilà. 6 juin 2025. Alors, pourquoi on vous a remis cette distinction et dans quelles conditions? Eh ben, moi, je savais pas. La vérité, je savais pas du tout, du tout. Ils m'ont contacté, je crois, 2, 3 jours bien. J'avais un voyage pour aller à Genève. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ben, est-ce que vous allez en France? J'ai dit, c'est pas programmé. Ils m'ont dit donc, il faut venir parce que vous êtes choisi pour qu'on remette ce médaille. Je connaissais personne. Ah ouais. Absolument. Il n'y a pas de piston, il n'y a pas de... Non, non, je connais personne. Je croyais que ça se passait comme ça, moi, les non, non, quand même, en France, il y a pas de... il y a des règles. Ah, Ce qui m'a surpris le plus, la vérité. Bon, la médaille, je suis fier de la porter, mais quand ils ont lu toute ma vie, depuis le premier jour que je suis venu en France, et ça m'a surpris. Ah oui. Je me suis dit, vraiment, des sénateurs, des organisateurs de cette médaille, comment ils ont pu comprendre toute ma vie depuis que je suis arrivé ici comme un orphelin. Donc c'est pour ça j'adore ce pays parce qu'il a fait de moi ce que je suis. D'accord. Et des fois, des bons journalistes, comme vous avez dit tout à l'heure, quand ils mettent mon nom, pourquoi ils vont pas chercher un peu plus? Pourquoi les gens, soi-disant, moi je m'en occupe pas, la vérité. Et je cherche pas à communiquer avec personne. Donc, vous savez. Alors aujourd'hui, justement, on va chercher plus loin. Oui. Quand vous êtes arrivé, comme vous l'avez dit, comme orphelin, vous avez perdu votre père, vous êtes allé dans le Nord. Oui. Donc, et dans le Nord, vous avez travaillé, vous avez été dans le domaine de l'énergie, je fais rapide, l'hydraulique, obtenu des gros contrats en Arabie Saoudite, des années 70-80, ce qu'on m'avait dit, et vous avez notamment réussi à créer des machines qui stoppaient l'avancement du désert. Donc des choses qui révolutionnent le monde, qui changent le monde en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous résumer rapidement votre carrière? Parce que quand on lit ça, on voit ça. Justement, eux l'ont fait résumer votre carrière. Qu'est-ce qui vous a marqué comme étape, comme ça? Est-ce que vous pouvez nous résumer rapidement? Bien sûr. Donc, évidemment, je fais mes études à Lille. Je commençais à un petit village qui s'appelle Lévin, mais c'est une grande ville. De Lévin, je suis parti à Lille. De Lille, je suis sorti. Donc, je crée ma propre petite société qui est en France. Elle s'appelle Artois Maintenance Service. D'accord? Elle est créée en France. Il y avait pas mal d'articles à l'époque par le Nord Matin et par La Voix du Nord. La Voix du Nord. On créé sur cette société. Donc, j'avais pas beaucoup d'argent. Moi, j'avais que 20 000 francs pour créer le capital de cette société. Et j'ai eu quand même un maire de Billy-les-Mines. Il s'appelait Michel Vancaille, le maire. Donc, j'étais le voir juste avec mon papier que j'avais une société. Donc, évidemment, il m'a donné un hangar abandonné, là où il fabriquait auparavant des locomotives pour les charbons. Vous voyez? Mais c'est un hangar énorme. Il n'était pas chauffé, rien du tout. Et c'est là où j'ai démarré ma première machine, entre guillemets. C'est une attache. L'attache, ça, c'est une attache on met ça dans les barges pétrolières pour le poste des pipelines. D'accord. Et donc, on a réussi avec cette attache. Et après, l'attache, donc, elle était vendue à l'époque, c'était TPM, mais elle avait une filiale. Elle s'appelait, donc c'est Elf Aquitaine, c'était TPM. C'est une des meilleures sociétés au monde pour tout ce qui est offshore en pétrole. D'accord. Après ça, donc, on a lancé ce qu'on appelle Hydrofonceuse pour Perforex. Elle a fait pas mal de tunnels un peu partout dans le monde. Et de là, on est parti sur le port-tube aussi. Pour le métro ou autre? Oui, le métro, tout ce qui est tunnel, tout ce qui est tunnel. Donc, tout ça, à l'époque, c'était annoncé par la Voix du Nord et Nord Matin. Oui, un petit peu. Donc, c'est vieux, hein. On n'est pas 77, 78, 79. Bon, puis Monsieur Mitterrand, il arrive. C'était Giscard d'Estaing, président de la France. Vous voyez? Et après, bon, le port-tube, il a eu un succès extraordinaire. C'est une irrigation souterraine. Et là, on a commencé à faire dans des petits villages dans le sud en Tunisie pour tester. D'accord. Donc, on plante des arbres qui s'appellent tamaris. C'est un arbre qui pousse, qui peut résister avec peu d'eau. On envoie l'eau dans les racines de la plante et la plante, elle grandit, elle stoppe l'avancement des sables.
Ouais. Et c'est grâce à ça que je suis arrivé en Arabie Saoudite. D'accord. Et donc, en Arabie Saoudite, c'était des très, très grands projets d'irrigation souterraine. On a commencé par la ville d'Eliat. À l'époque, la capitale était Jeddah, c'était pas Riyad, c'est vrai. Elle était Jeddah. Les ambassadeurs, tout ça. Parce que Riyad aussi, elle subissait le même sort que les villes en Tunisie. Il y a beaucoup de sable. C'était quand il y a des vents de sable. Cette technologie les intéressait, alors. Oui, absolument. Donc, on a stoppé l'avancée de ce sable grâce à ce système d'irrigation. Et après, on a fait beaucoup de grands chantiers type de terrain de foot et tout ça, avec cette irrigation souterraine. Ouais. Donc voilà, donc ma vie, elle est un livre ouvert. Donc, grâce à mes machines, Ouais. grâce à ce que je fais, ce que je suis moi aujourd'hui. Ce qui vous a permis de bien vous implanter en Arabie Saoudite et après dans le monde. Oui, après, bon, je suis parti d'Arabie Saoudite, mais tout le temps en France. Attention, on n'a jamais coupé les cordons. Hein. Ouais. D'accord. Donc en France, les techniciens, les ingénieurs sont toujours des Français autour de moi, tout le temps, tout le temps. Après l'irrigation, donc on est passé au dessalement. Après le dessalement, on est passé aux distributions de l'eau de la ville de Mecca, de la ville de Jeddah, de la ville de Riyad, des grands chantiers. D'accord. Après, dans l'Arabie Saoudite, le roi, il avait un rêve, Dieu merci, de voir un TGV. Donc aussi, on a créé une société qui s'appelle SNCF International Middle East, avec un accord de la SNCF. Donc le SNCF, au début, ils sont venus actionnaires avec moi. Voilà. Et après, j'ai acheté Objectif Pertenance. Objectif Pertenance, c'était une société où il y a les ingénieurs français qui ont créé le TGV. C'était le père de TGV. Donc, le savoir-faire. Donc, j'ai acheté cette société, qui était basée à Lyon et en France, mais elle appartenait auparavant à la SNCF. Okay. Donc, j'ai acheté cette société, j'ai amené le savoir-faire, et c'est comme ça, l'Arabie Saoudite s'est dotée de TGV, de trains, et grâce à Objectif Pertenance, c'est comme ça qu'on est parti, et maintenant, il y a des trains en Arabie Saoudite. Donc, toujours des grands chantiers. Et à côté de ça, bon, il y a toujours eu, c'est-à-dire l'aide et la partenariat carrément avec les grands groupes français. Donc, au début, c'était Camplin Bernard, Dumez. Après, bon, il y a des sociétés qui sont devenues Suez. Hein? Safej, oui, Safej, on a décroché un bon contrat. La distribution de l'eau de la Mecque, c'est un contrat à l'époque, c'était des 15 milliards de dollars. Donc voilà, et qui a monté l'action de Suez, à l'époque, je me rappelais plus, à 130 ou 140. Donc on a porté que des bonnes choses, des grands chantiers pour la France. Quand on voit qu'aujourd'hui vous recevez les titres honorifiques pour la paix, le dévouement, etc., des honneurs, c'est lié à ça ou c'est lié aujourd'hui vous continuez à gérer ce type d'entreprise? Oui, bien sûr, je continue à gérer ce type d'entreprise et en même temps, je connais aussi le professeur Desbaudes et le professeur Hellman, c'était le patron de l'université des Gants, qui m'a aussi donné le doctorat honorifique. Après aussi, j'ai le doctorat honorifique de Canal Suez, de l'université. Et ça, c'est parce qu'on a travaillé sur un projet énorme, comment complètement stopper l'avancée des sables en Arabie Saoudite. Donc, la stratégie a été de tourner une sorte une brèche de canal. À l'époque, c'était le fleuve du Zaïre, qui est maintenant entre les deux Congos, de l'amener jusqu'en Arabie Saoudite. Donc, on a travaillé là-dessus, ouais, absolument. Avec le professeur Desbaudes, l'université des Gants. On a fait beaucoup d'études pour amener vraiment rendre l'Arabie Saoudite un pays autonome avec le taux de suffisance alimentaire. Voilà. Donc, et je continue toujours de toute façon. Après, je suis dans les domaines de l'énergie, donc l'énergie, les déchets vers l'électricité, le solaire. Je continue jusqu'à maintenant d'apporter de l'aide. Alors justement, on a parlé d'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite vient au mois de mai de recevoir les honneurs de la France. Il y a Emmanuel Macron qui a inauguré le bureau du Fonds souverain saoudien à Paris pour des millions et des millions d'investissements en France. On sent qu'entre ces deux pays, ça va mieux, après des hauts et des bas. Est-ce que, déjà, que pensez-vous de ces investissements en France? Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que vous êtes lié aussi à ça? Je vous explique le rapport de la France avec du pays du Moyen-Orient et de l'Afrique. Et je peux parler du Moyen-Orient parce que donc on se connaît très bien entre ces décideurs et ce que moi j'ai fait.
Donc, le PIF, il a un objectif. D'accord? C'est des financiers, on ne finance jamais, on ne montre jamais une stratégie pour faire dire que ça y est, on est installé. Non, il y a des objectifs. Donc, comme Qatari, ils l'ont fait, le PIF, il le fait aussi. Comme le pétrole en soi, donc je veux pas dire je pense, mais c'est une confirmation de ma part, maximum d'ici 10-15 ans, c'est un produit obsolète. Donc, bien sûr, il ne serait plus demandé comme maintenant, parce que maintenant, le pétrole, 80% de la production, elle va consommer dans les voitures, dans tous ces véhicules. Donc, tous les véhicules maintenant, ils vont être hybrides, hydrogène, électrique. Donc, voilà. Donc, ça va faire fondre la consommation de absolument, pétrole. Énormément. Donc, bon, l'investissement ici, j'ai suivi ça. C'est une bonne chose pour la France. C'est une bonne chose pour le développement et les objectifs des deux pays. D'accord. L'objectif des deux pays. Gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. La différence, quand, bon, je parle de l'Arabie Saoudite, quand le PIF il vient, il s'installe, il est industriel, objectif. Il n'a pas d'autres idées autres. D'accord. Voilà, différent d'autres pays qui est, malheureusement, ils naviguent l'argent à côté de, avec d'autres objectifs stratégiques, je dirais que c'est pas bon pour la France. C'est ce que moi je dis, hein, peut-être. Voilà, absolument. Donc c'est ma vision, moi. Donc le PIF, c'est une bonne chose, parce que j'ai entendu dire qu'ils vont essayer d'orienter à peu près 10 milliards d'euros. Ah oui. Parce qu'on a lu divertissement, sport, culture, on a vu vraiment à peu près une enveloppe de 10 milliards qui va être investie en France. Donc c'est parti. Pour moi, c'est bien parti. Quand j'ai dit j'ai contribué direct, non, pas du tout. Mais que je peux aider, donner qu'on a fait pour que ça arrive là, oui, absolument. Donc vous êtes un des bâtisseurs de cette entente. Moi, c'est comme ça que je me vois, c'est comme ça que je porte ces porte-drapeaux français au Moyen-Orient. Ça a toujours été, c'est pas d'aujourd'hui. Donc c'est vous avez par votre travail sur place là-bas, vous avez été donc très proche du roi et de cette gouvernance-là. Et aujourd'hui, on a vu depuis 10 ans presque, c'est donc le prince héritier Mohammed Ben Salman qui a relancé une nouvelle vague de changements au sein du pays. Vous voyez ça comment aussi? Vous savez, l'Arabie Saoudite, moi j'ai connu l'Arabie depuis le roi Faisal. Hein. Donc le roi Faisal du Salam, après le roi Khalid, après le roi Fahd, après le roi Abdallah, et maintenant le roi Salman. Donc 5 rois qui ont passé, et j'ai travaillé, j'ai réalisé, j'ai continué à travailler dans le Golfe, dans l'Arabie Saoudite. Comment je vois ce changement? Ça dépend de quel côté que je le vois. D'accord? Si je suis un occidental, 100%, je vois ce qui se passe en Arabie Saoudite, je dis, waouh, c'est chouette, c'est extraordinaire, c'est bien. C'est vrai. Vraiment, ça y est. Ça change. Ouais, ça change, formidable. Donc, voilà. Mais si je veux porter ma connaissance de l'Arabie Saoudite et la tradition saoudienne, c'est fait trop vite. Trop un bouleversement qui va créer. Trop vite. Trop vite. Pourquoi? Parce que les traditions, elles sont plus anciennes que la religion. C'est la religion musulmane, elle a 1447 ans. Ce sont des nomades, des tribus très connues. Donc, c'est une tradition. Et quand on a une tradition, on ne peut pas changer en 20 ans ou en 10 ans. Vous savez, pour changer de tradition, il faut des siècles et des siècles et des siècles. Dans certaines émissions, j'ai déjà dit que ce qu'ils avaient fait en 8-10 ans, c'était nous, notre révolution en 150-200 ans, mais c'est peut-être encore plus. Non, mais c'est parce que c'était normal. Un cours normal, c'est celui-là. Ouais, c'est ça. Et quand on veut mettre, malheureusement, on peut pas faire une Ferrari qui va gagner le Paris-Dakar. D'accord? Parce que le dur, le sable, tout ça. Donc, il y a toute une tradition très ancienne. Elle a un coût. Elle a un coût. Donc, le coût, il reste toujours porté par l'héritier. C'est une grande responsabilité qu'il a prise. Énorme.
énorme, énorme, énorme. Donc, wait again see, comme on dit. Voilà, on est là et on voit. Et on espère toujours que ça passe bien, Bien sûr. qu'il n'y a pas de, il y a pas de famille, il n'y a pas d'autres qui peuvent. Faut suivre le rythme. Ouais. Ouais, absolument. Voilà, c'est ça. Je vais vous montrer une photo parce que je vais revenir sur une histoire qui vous concerne, Oui. qui est de l'extérieur assez dramatique parce que c'est une histoire de violence. Oui. Vous avez été agressé pour avoir refusé de donner une mallette dans une histoire, un projet à 15 milliards. On a pu lire, Oui. je vous montre cette photo, que cet homme Oui. vous aurait tabassé dans un couloir de l'hôtel Georges V. Alors j'ai lu ça, Oui. je vous le ressors parce que vous êtes l'homme protagoniste. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'aviez conseillé de lire un livre, La République de La Malais. République de Mallette. Ouais. J'ai commencé de le lire et j'ai été voir ce qui me concernait en tout Oui. cas. Oui. Donc autour de cet homme Alexandre Djouri qui vous aurait agressé donc au Georges V. Qu'en est-il? Rapidement, on va pas faire une heure là-dessus, mais quelle est cette histoire qui paraît complètement sortie d'une série Netflix? Alors, on a signé un contrat pour Veolia, pour la Mecque, la distribution de l'eau de la Mecque. En rentrant d'Arabie Saoudite, c'est un contrat aussi lourd, entre 12 à 14 milliards. Presque était à être achevé, ce contrat. Quand je suis arrivé ici, donc ils m'ont invité à l'Assemblée nationale. J'étais invité à l'Assemblée nationale pour me remercier de ce travail que je fais par politesse. Les messieurs qui m'ont invité, donc le lendemain, j'ai rendu l'invitation. Donc j'ai invité monsieur Henri Proglio, voilà le président de Veolia, accompagné avec Manuel Petit, qui était le représentant de Veolia au Moyen-Orient. Pas joueur de foot, précis. Non, parce que j'ai un public de fans de foot. Non. C'était le grand monsieur qui était le représentant de Veolia au Moyen-Orient et Alain Marceau, qui était à l'époque le juge représentant, je crois, de Français à l'étranger, mais à l'époque, il était juge. Donc, ils m'ont invité, et le lendemain, je les invite à l'hôtel Georges V, au cours de repas, à la fin de repas, un monsieur qui arrive que je connaissais pas. Il s'est installé, et on commence la discussion, elle tourne, de créer Veolia Middle East, comme j'ai fait pour la SNCF, comme j'ai fait pour d'autres sociétés françaises. Comme toutes les sociétés où j'ai participé, je suis entré en capital. D'accord. La SNCF, c'était moi. Je suis rentré dans le capital. C'est devenu SNCF International Arabie Saoudite. La CNIM aussi. Donc, je suis actionnaire et fondateur. Et puis, Objectif Pertinence. Et puis, d'autres sociétés. Toutes les sociétés françaises que j'amène. Et on crée une société avec un capital où je mets toujours ma part 49 ou 50% dans le capital. Et là, la discussion, c'était pour créer Veolia Middle East. Donc, 50-50. Alors, on était en train de discuter avec M. Poglio, 49, 51, 51, 50. À la fin, on s'est mis d'accord sur 50-50. Et ce monsieur, il arrive et s'installe là. Et puis, j'ai vu que l'ambiance était, il dit, voilà, je vais prendre ma part dans cette société. Moi, je ne me sentais pas concerné. On se connaissait pas. Vous ne le connaissiez pas d'avant? Jamais. C'était la première fois. C'est quelqu'un qu'on voit dans les arcanes du pouvoir. Non, mais à ce moment-là, je ne le connaissais pas du tout. Là, je ne le connaissais pas. Donc, il s'est installé, il a dit, bon, faut 20%, mettez 20% de côté. Ah oui. Ouais, absolument. Et moi, je me sentais pas concerné, franchement, parce qu'il se connaissait et tout. Et Henri Poglio, il a dit, calme, Alexandre, calme, attends, on se met d'accord avec M. Ajrodi. Et lui, il a répondu, quand le général y parle, le soldat, il doit se taire. Alors là, Henri Poglio, qui gère Veolia, pour moi, c'est un monument. 80 000 salariés, plus de 100 milliards de chiffre d'affaires. Lui dire, quand le général y parle, le soldat doit se taire. Je me suis dit, où je suis là. D'accord? Et là, il a dit, non, je veux de toi, le 20%. Je dis, non, moi, tu me tutoies, pourquoi? Il m'a dit, entre arabes, on peut se tutoyer. Je dis, non, on se connaît pas. D'accord? On se connaît pas. Ça, c'est la vérité exacte. D'accord. Alors, j'ai dit, non, hors question.
Et il a insisté au point que l'ambiance était pas, et moi, c'est moi qui les ai invités, hein. Donc, ils ont commandé ce qu'ils veulent, et il a pris le vin qu'il voulait, c'est moi qui ai réglé la note. D'accord? Et je me suis levé, changé d'étape, la vérité, parce que l'ambiance n'était pas terrible. Donc, après, ils m'ont dit, Marceau, il vient, et puis, avec Henri, il dit, bon, écoutez, on va trouver une solution, 10%. Moi, je dis, attention, même pas 1%. C'est mon contrat, c'est mon projet. Si vous voulez lui donner, donnez-lui de chez vous, mais pas de chez moi, hors question. Et à partir de là, ça a été pour moi fini. Donc, je suis parti sur d'autres objectifs. D'accord. Et un jour, les choses commençaient à d'échanges un peu agressifs, par des téléphones, par des écoutes à la maison chez moi. D'accord. Et un jour, ma femme, elle me dit, elle rentrant on a une maison à Saint-Raphaël et le bureau à Cannes. Elle me dit qu'elle était poursuivie par une voiture. Voilà, elle me dit ça. Je dis, bon, hein, étant tapé. D'accord. Donc, je dis, il n'y a rien de mal à ça. Bon, on cherchait un jour monsieur Jean-René Fortou. Il m'appelle, il m'a dit, tu es toujours intéressé? J'étais bien sûr. Il m'a dit, ben, moi, je vais céder le 20% des Vivendi à Veolia. Elle dit, c'est génial. On se trouve chez les Devlec. D'accord. Donc, on se trouve chez les Devlec. Chez les Devlec, maintenant. Il a quitté ce monde, mais son fils est toujours là. On arrive chez les Devlec, on fait un accord, il me cède le 20%. Après, j'étais à Vivendi. Il m'a fait son document, sa lettre, tout dit. À partir de là, ça chauffait plus. Parce que je me trouve maintenant. Dedans. On fait les démarches pour être. Ah, d'accord. D'accord, mais c'est presque. D'accord. Parce que Jean-René était d'accord de le céder le 20%. De capital des Vivendi dans Veolia. D'accord. Alors, à partir de là, ça chauffait un petit peu. Et si à le but de vous donner ces 20%, c'était pour créer, c'était pour Veolia Middle East? Non, et lui, ils vont. Ah, d'accord, ils vont le faire. Ils vont. Mais moi, Veolia Middle East, je suis parti pour le faire. D'accord. D'accord? Mais donc, ils vous donnent 20% de Veolia. Voilà. Ce qu'Étienne, lui, l'Étienne, le 20% qu'Étienne Vivendi, dans Veolia. D'accord. Donc, nous, ça nous arrangeait beaucoup d'être dedans. D'accord, à l'époque, hein. Maintenant, bon. Et à partir de là, les choses ont changé. Ça a vraiment devenu chaud. D'accord. Et un jour, j'étais effectivement dans ma suite avec Michel Carmona, qui était un des professeurs de Sorbonne, et d'autres personnalités. On était en train de faire le plan de la distribution de l'eau de Jeddah. Comment faut orienter l'eau, tout ça. Et on tape à la porte de la suite. Moi, je pensais que c'était des home service. Et quand on ouvre la porte, c'était monsieur Alexandre, accompagné par Laurent Obadia, tous les deux, et il vient vers moi et il me tape là, ici, là. D'accord? Et puis il dit, si tu donnes le vin, je dis, hors question. La tête, c'est Dieu qui l'a mis, il n'y a que lui qui peut la prendre. Et après, la suite, donc la sécurité sont montées. Et voilà, et après l'affaire, elle est devenue ce qu'elle est devenue. Chacun ce qu'il a écrit. Mais elle était comme ça. C'est pas un conflit des porteurs de valises, c'est pas un conflit d'intermédiaire. J'étais dans mes droits, c'est mon contrat, c'est moi qui ai voulu créer Veolia Middle East, et c'est comme ça que c'est passé. Et il y avait Alexandre Djouri et Laurent Obadia, qui aujourd'hui, je crois, numéro 2 de Veolia. Et vous avez gagné le procès? J'ai gagné tous les procès contre Veolia. Il y a une enquête extraordinaire qui a été faite par la gendarmerie française sur cette affaire. Et le jugement, on a gagné tous les procès contre eux. Puis ils ont remboursé. Hein, et là, ce jour-là, je me rappelle, donc ils m'ont mis un chèque en blanc pour que je mette le montant. Je dis, je n'ai pas de montant à mettre, sauf le frais que nous avons dépensé réellement. On n'a pas pris un centime de plus. Mais eux, ils étaient pour tout arrêter l'affaire. Et on a gagné par un jugement sur Veolia et toutes ses filiales par la justice française. D'accord? Voilà, ça on a le jugement. Pour vous le lire, c'était très important. Très important de lire parce que le gendarme, ils ont écouté tout le monde. Henri Peuglio, toutes les personnes qui ont été, malheureusement, pendant ce temps-là, Emmanuel Petit, donc, d'après ce qu'on a su, ce qu'il m'a raconté, sa femme, elle était agressée chez elle. Peut-être c'est ce que le sort qu'ils ont voulu préserver à ma femme. Ils lui ont fait les 3 gamets
Cutter. sur son ventre, Oui. avec un cutter. Et pauvre garçon, il a été licencié des Veolia, alors que c'était un ingénieur brillant, brillant, brillant. Et puis maîtriser, Emmanuel, c'était vraiment quelqu'un de très, très bien dans son travail et dans la vie de tous les jours. D'accord. Voilà, c'est ça. Et on a dit non, pas un centime qu'on paye dans cette affaire-là. Moi, je paye jamais. Vous savez, sous table, comme ça, je travaille, moi. Moi, je travaille. Moi, je ne dois rien à personne. Et quand je dis à personne, hein, ni à la famille royale saoudienne, ni à des princes, ni à des ministres, ni à des États. Je suis leur partenaire. J'arrive avec une solution. C'est moi qui travaille. D'accord. J'ai gagné ma vie avec mon travail. Juste avec mon travail. Et là, évidemment, après, j'ai été pris par la police. Mais le 2, quand même, c'est Alexandre Jury. Ce monsieur est compagnie avec Laurent, on va dire. Voilà. Ça, c'était l'histoire cette histoire de Violia médailliste. Bon, voilà. C'est bien d'éclaircir ce genre de situation et on va parler maintenant de choses plus légères, du coup. Non, il n'y a pas de problème. C'est maîtrisé. Là, c'est ce qu'on dit parce que nous, on a touché dedans. Parce qu'on a eu 10 ans de contrôle fiscaux, nous. Pour nous mettre à genoux, on a eu tout. Pour ça que je dis de remuer On m'a tout même ça. appelé, un grande personnalité m'a appelé, il m'a dit, tu donnes tant, on stoppe le contrôle fiscal. Et je dis, si je donne pas, eh ben, tu es poursuivi. Je dis, alors, continue, bon. Oui. Travaillez, vous trouverez rien. Ouais, non, bah, rien. Après, j'ai payé ma note normale. J'ai payé ma fiscalité oui, normale. Il n'y a rien. Oui. Bon. Faut dire. Ça paraît simple à raconter, mais Ouais, c'est c'est vrai vrai que Et c'est choses pesant, de c'est la- pesant, ouais, les c'est choses- pesant, c'est pesant. C'est des on vécus, passe- quoi. Ah ouais. On passe à autre chose maintenant. Ah, bien sûr. Ouais. Justement, Ouais. parlons foot. Oui. Justement, vous êtes connu aussi par notre Ouais. public football, désormais en France depuis quelques années, Ouais. pour avoir eu, avec un coéquipier qui se Oui. nomme Mourad Boudjelal, l'ambition de racheter l'Olympique de Marseille, Oui. juillet 2020. Et très vite, un mois et demi plus tard, finalement, le bidôme a éclaté. Mhm. Et aujourd'hui, et des années après, il continue de parler de vous, d'ailleurs. Alors, il nous a traité de brouteur, de quelqu'un qui était là pour un aller-retour. Comment c'est possible que votre équipe de base ait à ce point explosé? Vous l'avez trahi? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous expliquez ça? Et après, on va revenir vraiment au football. Écoutez, moi, ce monsieur, je ne le connais pas. Vous allez mettre un carton rouge? Je ne veux pas lui mettre un carton rouge, mais ça vaut pas la peine. D'accord. Donc, il faut bien qu'on l'appelle, qu'on le reçoive dans les radios. Donc, vous êtes associé à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Je me suis pas associé. D'accord. Il faut pas confondre. Il n'y a pas d'association. Il y a toute une équipe qu'à l'époque, on a fait cette démarche où les gens ils m'ont approché à Marseille. Ils ont dit, bon, pour mettre un directeur, il faut bien mettre quelqu'un de la région. De visible, médiatiquement. Médiatiquement, qu'il est là. C'est tout. Mais il n'a jamais été associé dans quiconque. Il n'était pas associé. Pourquoi? C'est Alors, pas, pourquoi ils parlent mal de vous encore? ben, il est libre. Moi, je l'ai pas connu beaucoup. Je l'ai connu, 48 heures avant qu'il annonce qu'on va prendre le web. Ça, c'était prévu? C'était votre stratégie? Non, non, non. Ma stratégie à moi, c'était de ne pas parler, se taire jusqu'à qu'on finisse la transaction. D'accord. Donc, et en plus, lui, à Cariès, il est là, qui peut témoigner de ça, parce que lui, il était là, lui. Quand même, il était de début jusqu'à la fin. Monsieur Tapi, Dieu son âme, lui aussi, il m'a reçu chez lui, pendant cette période-là. Chacun, après, il dit ce qu'il veut. Mais le monsieur en question, on se connaissait pas. Il n'est pas venu en tant qu'actionnaire dans le tour des tables. Il était normalement pour devenir L'image. le gestionnaire de ce club. Et nous, on connaît pas l'arrière, comment dire, Les coulisses. oui, on connaît pas les coulisses, tout ça. Mais lui, à Cariès, était là, lui, donc, et il a suivi tout il connaît ça. Donc, notre objectif, on a dit, bon, on avance. Et quand on a les clubs, après, on peut faire C'est des tout le déclarations. contraire qui s'est passé puisque Mourad Boudjelal est arrivé en conférence de presse pour annoncer qu'il voulait, On s'attendait pas à ça. Ouais. Ah, d'accord. On s'attendait pas à ça. Franchement, on s'attendait pas à ça. Pour moi, c'était trop vite. C'était trop vite C'était parce le que, lendemain. hein, Le lendemain. c'est le lendemain exactement de notre conclusion de fin des tours des tables. D'accord. D'accord? Donc, c'était le lendemain, c'est parti d'ici d'ailleurs. D'accord? Et puis il est venu,
je me rappelle plus, c'était le corona à ce moment-là, non? C'était l'été du coronavirus, avec démarré 3 mois avant, 4 mois avant. Absolument. Donc, C'était l'été 2020. voilà, c'était ça. On a dit, bon, silence radio jusqu'à qu'on conclue cette affaire. Malheureusement, c'est parti. Mais maintenant, tu continues à parler de moi, en mal ou en bien. De toute façon, je l'ai vu d'ailleurs dans le procès de l'OM, et il a changé de veste. Il est venu avec l'OM contre moi-même. Donc, moi, j'ai rien fait de mal à personne. J'aime bien ce club. Hein, on va en parler. Voilà, c'est ça. Mais maintenant, concernant ce monsieur, il est libre de dire ce qu'il a envie de dire, ce qu'il raconte. Alors, vous parliez du procès, justement. Oui. Et l'OM vous a fait assigner à la base votre duo. Oui. Ajroudi Boudjelal, devant le tribunal judiciaire pour en essayant de vous faire condamner à payer 500 000 € pour dommages et intérêts. Vous aviez publiquement parlé d'un projet donc de rachat en disant que des discussions étaient en cours, sans tenir compte des dénégations du club. Ça, c'est la citation du club. Pour eux, c'était donc un dommage à vous faire payer, ajoutant que vous aviez provoqué vous-même une vague de violence numérique donc sur les réseaux sociaux. La justice, elle vous a renvoyé dos à dos. Personne n'a rien dû à personne. Est-ce que c'est une victoire donc pour vous, ce procès? Vous savez, pour dire la vérité, dans cette belle France, il y a injustice. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. On a raconté tout à l'heure l'histoire de Veolia. C'est la justice qui a tranché. Dans l'affaire de l'OM, c'est la justice qui a tranché. D'accord? J'ai jamais... Donc vous n'avez pas créé d'armée numérique non, jamais de la vie. Tu pensais de l'argent inutile. Non, pas et alors, besoin. La question, pour ceux qui ne se souviennent plus de cette période, c'était quoi votre projet pour l'Olympique de Marseille et avec qui? Ah voilà. Donc mon projet pour l'Olympique de Marseille, c'est un très grand projet, avec des bons partenaires très très solides. Et notre objectif à nous, c'était de faire de ce club ce qu'ils n'ont pas su faire les politiciens à l'époque. C'est-à-dire de grouper ces jeunes du bassin de Méditerranée, qui a à peu près 500 millions d'habitants, et qui devient ce club leur, comment je peux dire ça, c'est... que ça leur appartienne, quoi. Voilà, à tous les habitants de la Méditerranée. D'accord? Et on regarde pas ni la religion, ni l'aspect, ni rien du tout. Les petits jeunes ont voulu vraiment prendre de chaque pays. Dans notre programme, on prenait 20 enfants de chaque pays. C'était comme ça. Et les mettre dans une grande école à Marseille, qui se côtoient, qui vivent ensemble, qui grandissent ensemble. C'était ça notre objectif. C'est-à-dire, c'est l'amour, c'est la paix. Et on a dit, on ne peut pas trouver un véhicule mieux que l'OM. Et la position de Marseille, qu'elle était la porte de l'Europe au Méditerranée. Le carrefour méditerranéen. Et au même temps aussi, toujours, faut joindre l'utile à l'agréable, au même temps aussi, comme on savait qu'il y a des pays qui avaient des problèmes, donc comme la Libye ou d'autres, on a besoin aussi des ports, d'accord, surtout pour les grands bateaux, les grands transports. On a dit toutes les marchandises qu'elles vont destiner pour ce pays, pour la construction de ce pays. Donc le port de Marseille, il devient vraiment stratégique. Ça devient une zone de logistique stratégique. Notre objectif, c'était de faire de Marseille football et une zone de logistique méditerranéenne. Et ça, vous savez que ça rejoint les idées du projet à l'époque de discussion du PIF, du Fonds souverain saoudien pour l'OM aussi. C'était un parallèle. Attendez, vous savez. Ça existait. Ça existait, c'est après moi, vous savez. Ah oui. D'accord. S'il y a des gens qui parlent, je sais qu'il y a certains qui, de temps en temps, ça parle d'Arabie Saoudite à l'OM, toujours. C'est pas eux qui payent, moi c'est moi qui paye. Donc c'est différent entre celui qui, c'est différent. Là, vous aviez votre projet à vous. Ah voilà, c'est différent qui tel prince il va acheter ou le pif qui va acheter entre celui qui va mouiller la chemise. D'accord. D'accord. Moi c'était moi-même. Hein. C'est pas porteur dire tiens je vais amener un tel, je vais amener le pif. Non. Vous savez je connais tous ces petits là. Je veux même pas évoquer leur nom. Ils ont complètement rentré dans dans cette brèche-là. Ils sont rentrés, mais à la fin, attendez, je l'ai dit, les gars, calmez-vous, les petits. Donc ça sert à rien. Vous parlez de conseillers du royaume, des gens comme ça? Non, pas le conseiller du royaume, ils n'arrivent pas au royaume. Le royaume, c'est très haut. Le pif est très haut. Mais il y a des gens qui parlent au nom des princes, je vais même pas évoquer le nom, qui déjà, faut
faut se trouver soi-même avant d'accord. Faut se trouver soi-même. C'est combien alors dans ce projet? Autour de moi, on était exactement 5 personnes avec moi inclus. Voilà. Donc, ce sont les 5 qui adorent. Des Français, de quel pays? Non, il n'y avait pas des Français. Non, j'étais le seul. Non, pas de Français. Non. C'était quel pays, on peut le dire ou pas? Oui, on peut le dire. Puis, quand on dit qu'on veut grouper le Méditerranée, ouais. Le Méditerranée, qu'est-ce qu'il y a dans le Méditerranée? Il y a l'Espagne au Méditerranée. Il y a la Libye, il y a l'Algérie. Oui. Ah oui. Oui. Donc, on veut faire quelque chose unique pour dire ce qu'ils n'ont pas pu le faire, les hommes politiques. Donc, on le fait, nous, à notre petit niveau. Du social avec. Par le social, par le sport, par aimez-vous les uns les autres et venons, mettons-nous tous ensemble et oublions nos différences qui nous imposent les autres, que ce soit religion ou couleur de peau ou autre, et soyons ensemble et portons ces flambeaux l'OM et avançons dans ce sens-là. Alors, dernière parenthèse sur Mourad Boudjelal. Oui. Au cœur de l'épisode de l'été 2020, il déclare, je l'ai lu sur un article d'RMC, que vous avez été victime d'un maître chanteur qui agit auprès de journalistes pour et sur Twitter pour vous critiquer. Et si vous dénigrez, et si vous n'acceptez pas de payer 60 000 €, il va vous dénigrer sur les réseaux. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est vrai. La vérité. Quelqu'un essaie de nous faire chanter. Absolument. Il a appelé d'ailleurs mon fils avant. Et après, il m'a appelé moi, il m'a écrit, et ce monsieur, c'est lui qui a commencé ça. Quand il a sorti, ça c'est vrai. Ça, c'est une vérité. J'ai le nom de la personne en plus. Ah bon? Oui, j'ai le nom. Et donc, il y a eu un procès? Non, j'ai entamé un procès. Après, j'ai dit, faut arrêter. Ça vaut pas la peine. Parce que ça s'est évaporé. Non, je dis ça pas la peine, mais j'ai vécu ça. Donc, vous savez qui a voulu? Oui, on connaît. Il y a même 6 articles. Ah, c'est un journaliste? C'est un journaliste. Il prétend être journaliste, mais il contrôle pas mal des journaux. Waouh. Et quoi, oui, il contrôle pas mal des journaux parce que. Vous me direz après? Oui, je vous donne son nom. Attends, je vous donne, il s'appelle, je donne son nom, Pierre, je vous donne son nom. Attendez, l'équipe, c'était lui, pas mal de journaux. Il m'a dit, tu me donnes temps, sinon. 60 000 €. Oui, sinon on va dire que voilà. Et puis il a écrit. On a fait un procès et après bon, j'ai laissé tomber. J'ai dit ça sert à rien de le poursuivre. Ça c'est vrai parce que sinon il va vous attaquer. Ah ben il est libre de m'attaquer. Le journaliste, je vous donne même son nom. Alors. Ah ouais. Oui, on a même un procès. On lui a fait. D'accord. Oui. Et c'est lui qui a fait. Je pense c'est lui qui a fait le témoignage soi-disant de certains artistes. C'est celui-là. Donc il a. Et oui. Et puis en plus avant qu'il y ait un article d'un journal il sort, il nous appelle avant. Il dit, vous allez, demain, il va sortir ça et ça sur vous. Alors, vous payez ou quoi? Oui, absolument. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est des vécus. Je suis encore un peu naïf sur ça. Non, mais ça, c'est vécu. Ouais, parlons football quand même, l'avenir de l'Olympique de Marseille. Comment vous le sentez avec la direction actuelle? Les supporters vont-ils pouvoir rêver à nouveau? Parce que ce serait quand même vital pour le football français que Marseille soit encore plus fort. Vous savez, l'OM, c'est un grand club. Je ne conteste pas ces messieurs qui sont le propriétaire, qui continuent à financer, à tout ça. Nous, on aspirait de monter un palier au-dessus, ce que l'OM peut donner, ce que l'OM peut apporter, d'être une sacrée locomotive pour le sport dans le monde. Bon, on parle de la Méditerranée, quand même, c'est la terre de toutes les civilisations de nôtre. Maintenant, je n'ai pas de critique à porter à tel ou tel dirigeant. Il s'est fait de voir la position des clubs. Il s'est fait de le voir. D'accord? Moi, j'avais un rêve. Mon rêve à moi, c'était de récupérer Zidane, parce que comme on l'a eu à l'ESCAN, parce qu'il y en a qui savent pas, et croient que je suis un novice dans le football, alors j'étais un des bons financiers de l'ESCAN de 87 avec Bedretti jusqu'à 92. Après, on s'est fait rejoindre par Anne Barrière de Sanam. Vous avez vu naître pas mal de grands joueurs. Ah oui. Dans à l'ESCAN, elle était à l'époque quelque chose. Et le président Pedretti, il est là pour témoigner encore de ça. Donc, ce qu'on a fait ensemble, ce qu'on a vécu, comment c'était l'ESCAN pendant sa présidence à lui. L'OM, pour moi... Vous avez parlé de Zidane, vous aviez aussi laissé
transparaître faire rêver les supporters avec un nom, celui de Cristiano Ronaldo. Oui, oui. Ça aurait été vraiment possible, ça? Bien sûr, pour nous, c'était mon objectif. Ok. Après, bon, tellement que c'est mon objectif, il suffit de suivre ce que j'ai voulu dire et son taria. Oui. D'accord? Donc, c'est Chez vos amis saoudiens. Donc, ce que j'ai voulu faire, moi, elle est où? C'est tout ce que je voulais faire, moi, de l'OM. Aujourd'hui, il est à Riyad, il est à Jeddah. Il joue encore, il a encore prolongé. Et il a prolongé de 2 ans pour 2 milliards. Avec 16 personnes autour de lui, cuisiniers, garde-corps et tout ce qui suit. D'accord? C'est mon rêve que je voulais faire. Il suffit de penser une seconde, dire je redis que tout le monde, ils disent ce qu'ils veulent. Ce programme de l'OM, il est où? Il est appliqué à Riyad, à Jeddah. Alors, ça veut dire que je suis écouté quelque part. Cristiano Ronaldo, c'est votre joueur préféré? Moi, oui. Ah oui. Je parle discipline, parce que pour moi, un sportif, il doit être discipliné. Respect pour son corps, d'accord? Respect pour sa famille. Pour donner un exemple, quoi le football? Vous savez, quand on était petits, nous, quand on tape un ballon, on est très des voyous. Parce qu'il faut aller à l'école, il faut pas taper dans un ballon. C'était ça dans notre époque. Le temps maintenant a changé. D'accord? Maintenant, un footballeur, toute la jeunesse regarde un footballeur. Donc, quand on trouve un footballeur exempt comme Cristiano, qui donne vraiment cette envie de gagner et sain dans son corps et dans ses pensées, j'adore que toute la planète, elle sera comme ça. Vous vous rendez compte ce qu'on peut éviter comme drogue, comme problème pour la jeunesse? C'est impressionnant. Non, mais il peut aller, s'il peut, comme lui, sur 1000, il y a qui 10 personnes, ça peut changer. La jeunesse, ça peut donner. Et pour moi, il reste toujours un des meilleurs. Vous qui êtes citoyen du monde, homme d'affaires, vous voyagez beaucoup, l'Europe, le Moyen-Orient, la Chine. Vous avez le temps de regarder du football encore? Vous aimez le football? Franchement, j'aime le football, mais j'aime bien mes clubs. Quand ils jouent, je fais tout pour les regarder. D'accord. Je les suis. Mes clubs, ça veut dire lesquels? Ah, l'OM en premier. Ouais. Et ça reste, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça reste l'OM. Bon, la Barça. Ok. D'accord, c'est toujours été, hein. C'est pas parce qu'elle est pété jamais, là. Les années, ouais. Les années Cruyff. Depuis Cruyff, parce qu'il il a changé. Ouais, une touche, une balle. Oui, il a changé le football. Cruyff, il a changé. Vous savez, quand ils ont fait le premier Coupe d'Afrique en Tunisie, Ben Ali, il a dit, j'aimerais bien voir Pelé, là. J'ai invité Pelé, il est venu, en Tunisie. D'accord? Donc, le premier Coupe d'Afrique. L'OM Barça, ouais. Puis mon petit club au moins, Agabès, que j'aime beaucoup, mais bon, malheureusement, on peut pas faire des footballs quand il y a de l'arbitraire. Votre club, on joue contre... vous possédez un club de football en Tunisie, Agabès. Ben, fini, maintenant je l'aide, c'est tout. Mais à l'époque, j'avais des clubs, et le club était... on a gagné... Quand on dit je l'aide, ça veut dire de l'argent? C'est tout, ouais, c'est tout. Donc, mais avant, c'était vraiment mon nom, les clubs et tout ça. J'ai gagné Mozambique chez elle, je l'ai gagné à Agabès. Et bon, comme je suis pas bien avec les frères des diables, donc ils ont fait tout pour tout. Les frères du diable? C'est ce qu'ils font de la religion. Les frères musulmans? Ce qu'ils disent, ouais. Ils ont rien de l'islam. Hein. Donc, voilà. Donc, ils m'ont fait tomber les clubs. Lui, un nuit, soi-disant, un caillou qui tombait sur le terrain, 3 points en moins. Je joue contre l'équipe de président de la fédération. Ouais. Et je le gagnais. Et à la fin du match, c'est lui qui a gagné le match. Vous vous rendez compte? Vous jouez contre les clubs, le président de la fédération, je jouais contre lui et on gagne. Il reste 2 minutes de jeu. Donc c'était corrompu. Attends, il reste 2 minutes de jeu, je menais 1-0, mon équipe, elle menait 1-0. Il y a quelqu'un qui a jeté un caillou, l'arbitre, il arrête le match, et le soir même, on déqualifie mon équipe et on donne les 3 points à l'équipe qui a perdu. Vous trouvez ça? Il n'y a plus de football, là. Il n'y a plus de football. Il n'y a plus. Parlant de football. Oui. Les jeunes, on regarde un peu moins parce qu'on est dans une génération de zapping, ils veulent que des extraits. Est-ce qu'il faudrait, selon vous, vous qui aimez le football, changer quelques règles, changer des choses pour redynamiser le football? La rigueur. Vous savez, l'autre jour, j'ai vu en Chine, maintenant, on fait des joueurs en robot pour jouer au foot. J'ai vu. C'est une catastrophe. Vous savez, tant que vous voyez pas un joueur qui transpire, qui court, qui a toute une stratégie,
De quel football on parle? Et le football d'argent aussi. Moi, j'ai jamais acheté un match, j'ai jamais acheté un arbitre. Mais ce que je suis en train de voir le foot maintenant, franchement, c'est ce qu'il faut changer, Ouais. d'accord? Faut vraiment mettre un peu plus le nez dans la FIFA, Ouais. d'accord? Là, faut vraiment mettre une autre organisation qui contrôle FIFA. Et cette organisation qui contrôle FIFA, elle doit être votée par chaque pays, qui présente le pays, qu'il soit un avocat de droit pour vérifier la FIFA, comme les Nations Unies. Parce que la FIFA, aujourd'hui, est plus puissante que les Nations Unies. Ouais, Donc, le président de la FIFA, il fait ce qu'il veut. On organise une Coupe du Monde dans un pays qui a même 400 000 habitants. Où on va, là? Moi, je suis pas contre. Ouais. Tu laisses, la première fois, un Coupe du Monde dans un pays arabe, il doit être joué en Égypte, 150 millions d'habitants. Il doit être joué au Maroc. Il doit être joué en Algérie. Mais quand tu choisis Qatar pour aller faire le Coupe du Monde de Qatar, je le dis, hein. Vous n'avez pas des amis au Qatar, là? Non, non, je les aime beaucoup. Attends, je parle foot, là. Ouais. Là, je parle foot. Oui, une logique footballistique, ouais. Je parle foot, moi. Je laisse Qatar de côté. Je parle football par rapport à la FIFA. Par rapport à la FIFA, faut la contrôler. Parce que ce qu'ils ont fait jusque-là, pour moi, c'est pas, vous savez, on a parlé tout à l'heure, j'aurais pu payer ce qu'on veut et j'aurais obtenu ce que je voulais. D'accord. J'ai dit non. Je peux vous assurer à mon honneur, on m'a proposé la Légion d'honneur contre ces dignes commissions. Wallahi, Dieu, j'ai refusé. Vous voyez jusqu'où on va? C'est fou. Donc, si on aimait le football, parce qu'à celui qui paye le plus, à celui qui soigne un tel le plus, Ouais. donc il n'y a plus de football. Alors, si j'ai reprochement à faire, c'est pas sur le terrain. Eux, sur le terrain, ils mouillent les chemises. Et les dirigeants. Mais ces dirigeants à la FIFA, faut vraiment créer un système pour les contrôler, hein. Et quand il faut sortir la carte en rouge, faut le sortir. Voilà, là, je le sors pour la FIFA. Et je le tiens avec les deux mains. Arrêtez, laissez le football. D'accord? Et organisez le Coupe du Monde là où il doit être, là où il y a déjà. Le football, c'est un sport des pauvres. D'accord? Populaire. Et nous, on veut sortir cette jeunesse de là où elle est. D'accord? Ouais. Et quand ils vont le faire au Qatar, d'accord? Les spectateurs, ils vont venir voir le football avec un Bentley, un terrain climatisé. Je comprends. La Coupe du Monde a été réussie, mais c'est pas le football. Moi, je parle pas de l'organisation. Ouais. Pour moi, c'était le Club Med. D'accord? Il a fallu, vous savez, et payer des jeunes Tunisiens, ils sont partis, ils avaient tant par jour pour aller applaudir et crier. Non. Et d'autres. Non, c'est pas ça que je parle. Moi, je parle football. Football, faut que la FIFA ait un contrôle au-dessus de la FIFA. Un contrôle voté comme les Nations Unies. Chaque pays est un candidat pour suivre. Le football, c'est la politique. Ouais. Le football, c'est la stratégie. Le football, c'est de l'espoir à donner à des familles pauvres que leur fils, il va monter. Il suffit de prendre Cristiano. Qu'est-ce qu'elle faisait, sa maman? Ouais. Allez, prenons Jamal. Qu'on parle maintenant pour le transfert. Oh là là, on réfléchit. Au-delà d'1 milliard de dollars. On décompte? Lamine Yamal de Barcelone? De Barcelone, oui. Ah ouais. Ce petit-là. Que Dieu le protège. Hein? Sa maman. D'accord? Toute seule, elle a fait de lui. Maintenant, Dieu, il va faire d'elle, parce que Dieu l'a récompensé. C'est ça le football. C'est ça. Parlons de football, puisque vous aimez le beau football. Oui. La victoire du PSG en Ligue des Champions, ça a été du beau football, ça vous a enflammé ou pas? Non. Non. Pour moi, c'est une catastrophe. Pourquoi? C'est une catastrophe. Ça va pas plaire aux Parisiens. Gagner 5-0, posez-vous les questions vous-même. Eh, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le Barça? Comment ils ont joué? L'équipe italienne, là, j'ai rien compris. J'ai rien compris. C'est un choc. Je suis choqué jusqu'à maintenant. L'Inter Milan des demi-finales contre le FC Barcelone et celui de la finale n'était pas le même. Ils sont où les joueurs? Ils étaient où? Le PSG était trop fort, non? Hein? Je sais pas. J'essaye de trouver une explication. Moi, je la trouve pas jusqu'à maintenant. Je t'assure, ça pose un problème dans ma tête. Hein. Je te promets, jusqu'à maintenant, je cherche à comprendre. J'arrive pas.
J'arrive pas. La Barça, elle perd. Et là, Il me reste 2-3 questions. Ouais, allez, Je vous montre ouais. une autre photo Ouais. que j'ai enregistrée avec Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. On a fait connaissance. Elle est venue chez nous pour se reposer. Chez vous, en Tunisie. En Tunisie, à Mamet. Il est venu pour 3-4 jours. Il est resté une bonne vingtaine de jours, non? Une bonne deux semaines. Après, il est retourné chez nous. Voilà, pour nous, c'était un ami. Il n'y avait pas autre chose. D'accord. Donc, vous avez passé un moment ensemble et... Oui, on a vraiment beaucoup de moments ensemble. Pendant presque une vingtaine de jours, on parlait de tout. Je peux vous envoyer, moi, des petites vidéos, je vous donne. Parce qu'on peut lire sur le site de Marianne, le hebdomadaire français, c'est le journaliste Étienne Campion qui a écrit que à l'été 2019, vous êtes entré en contact avec Gérard Depardieu, je cite l'article. Vous souhaitez alors en faire l'acteur principal pour un film en Tunisie. Et après une rencontre à Paris, vous lui affrétez un jet du Bourget, il arrive à Mamet, dans votre riad. Et à ce moment-là, vous prétendez que Monsieur Mohamed Ben Salman, donc le prince héritier d'Arabie Saoudite, que vous avez tous les jours au téléphone, je cite l'article, voudrait lui aussi le recevoir. Et en fait, vous lui faites comprendre que de Tunisie, vous allez aller ensemble en Arabie Saoudite. Finalement, pas de visa, et ça ne se fait pas, et ça s'évapore. Voilà le récit de Marianne.fr. Alors, c'est un tissu de mensonges. D'accord. Complètement mensongère. D'accord. Et je vous assure, je l'ai pas lu, mais m'intéressait pas. Parce que Marianne, je sais autour de qui il tourne. Gérard Depardieu est venu chez nous. D'accord. Et pour 3-4 jours, il est resté bien au-delà de 2 semaines. D'accord. Le premier voyage. On était ensemble reçus par l'ambassadeur parce qu'il est venu avec moi. Il y avait la fête nationale saoudienne, donc il est venu avec moi. En Arabie Saoudite? Non, à Tunis. À Tunis, c'est la fête saoudienne. À Tunis, la fête saoudienne à Tunis. On est rentré. Il était accompagné avec Hassan, son ami, et son comment on appelle ça, c'est Hassan qui parle pour lui, quoi. Ah, traducteur? Non, pas traducteur. Conseiller? Non, pour les cinémas, quoi. D'accord? Alors, son agent. C'est un agent, d'accord. Et il y avait un Tunisien qui devait tourner un film un film de résistance à l'époque. Il s'appelle Khriji, ce Tunisien. Et il prenait Gérard comme acteur. Donc, ils ont discuté avec lui. Ça n'a rien à voir avec nous. Hein. D'accord. D'accord. Rien à voir avec un studio de production. Rien. Ça ne concerne pas du tout. On a des studios, mais c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. À ce moment-là, il n'y avait pas de studios. D'accord. C'est après. D'accord. Mon fils, à ce moment-là, était à l'école. D'accord. Bon. Il y avait un Tunisien qui devait tourner avec lui. Est-ce qu'ils sont mis d'accord ou ils sont pas mis d'accord? Nous, notre discussion avec Gérard a été toujours sur la religion. D'accord. D'accord. Ce qui me concerne. D'accord. OK. Donc, il voulait faire une démonstration à Tunis, au festival de Carthage. Saint-Augustin. Hein? C'était, comment? Barbara. Il voulait faire Barbara. Il voulait faire Barbara et Saint-Augustin. Saint-Augustin. Voilà. C'est ce qu'il voulait faire à Carthage. C'est ça, la discussion. Il n'y avait pas d'Arabie du tout. J'ai pas dit à personne, je suis pas à mon âge que je vais dire, je parle à l'héritier tous les jours, c'est quoi ça? C'est enfantin. Je suis pas dans les couloirs de Georges V ou dans le Ritz-Carlton, hein. D'accord? Je peux pas dire des choses pareilles. Et donc, il s'est pas mis d'accord avec ce monsieur. Et nous, notre discussion a été sur le plan religion. Alors, on a dit, on était là ensemble, on veut aller à Omra. Avec Hassan et lui et ma famille pour le faire. Le petit pèlerinage. D'accord. OK? Évidemment, entre les dates qui nous on devrait y aller et la pose de son passeport, la demande, pas de passeport, donc, ça coordonne pas. Donc, du coup, on est parti, nous. Et lui, il est rentré en France. OK. Et nous, on a pris l'avion, on est parti avec Hassan, son directeur, et on est parti vers notre omra. Ah, il y avait Hassan, quand même. Oui, Hassan était avec nous. D'accord. D'accord? Parce qu'elle a les réponses rapides. Lui, il avait le visa. OK. Non, il a obtenu rapidement parce que il y avait plus de problème de visa en Arabie Saoudite. C'était plus, quand on va à la Mecque, il y a tout un, on partait pas pour voir l'héritier. On parle de l'islam. D'accord. Donc on part pour aller à la Mecque. Il y a d'autres démarches. Ouais, Gérard Depardieu ne correspondait pas. Non, mais il était bien, Gérard. Non, Gérard était très très bien. Il était très très bien, Gérard. Alors, si lui qui écrit ça,
qui a dit ça. Moi, je connais pas ça. Okay. Et quand dans l'équipe, on nous explique qu'il aurait contacté Basile Boli, qui lui aurait dit ce monsieur Ajroudi ne tient pas ses promesses. D'où ça sort ces critiques de quelqu'un qui ne tient pas ses promesses? Je ne connais pas. Est-ce que plus jeune, parce qu'on change, on évolue, ouais. on mûrit, moi j'ai fait des erreurs aussi, tout le monde. Ouais. Est-ce que vous avez pas tenu des promesses auprès de personnes qui peuvent avoir de la rancœur contre vous? Je connais pas. D'accord. Je connais pas monsieur Boli, je l'ai jamais vu de ma vie. Je me rappelle de lui qui a mis un but. Et depuis, on parle de Boli. À l'époque où il dit ça, il est aussi ambassadeur de l'Olympique de Marseille et il protège Franck McCourt. On le voit beaucoup médiatiquement. Peut-être, mais moi, personnellement, je l'ai jamais connu. J'ai jamais parlé avec lui. Et si j'ai promis à quelqu'un que j'ai pas fait, qu'il m'amène. D'accord. Et si je dois quelque chose à quelqu'un, qu'il sort des forêts, il dit, ah, tu me dois. Ou tu m'as promis, tu m'as pas. Non, je connais pas Boli. Alors, pour terminer, monsieur Ajroudi, oui. Je crois que vous avez 73 ans. Oui. Vous avez de l'argent, une jolie famille, vous avez eu plein de succès professionnels. Qu'est-ce qui vous pousse encore à travailler, voyager autant, alors que vous pourriez être au bord d'une piscine ou d'une plage? C'est vrai. Qu'est-ce qui vous fait courir? Parce que on voit souvent des présidents de clubs de football arriver, par exemple, en Ligue 1 en France, avec cet ego surdimensionné, le besoin de se montrer. Est-ce que vous avez ce besoin en vous de dire, j'aime me montrer, j'aime briller? C'est ça qui vous fait avancer? Non. Pourquoi alors? Premièrement, je cherche pas un poste politique nulle part. D'accord. Ça, c'est un point. Deuxième chose, qu'est-ce qui me fait courir? Et ce qui me laisse toujours, Dieu merci que je ne sens pas mon âge, hein. Je le connais, je le vois en chiffres. Mais mais moi, je ne le sens pas. D'accord. Donc, Dieu merci. Donc, je fais attention à ce que j'ai fait dans ma vie. Prudent. Et je suis comme un fennec, quoi. Je fais attention un peu à tout. Mais qu'est-ce qui me fait ça? Vous savez, quand vous avez un père et votre père était là et c'était l'homme de la maison et vous étiez tranquille et du jour au lendemain, je le souhaite à personne, vous êtes 7 dans la famille et vous perdez votre papa et vous vous trouvez dans le besoin et votre maman elle vous dit attention, comme ça, attention. Même si vous avez le ventre vide, marchez la tête haute, même vis-à-vis de vos oncles. Vous demandez rien à personne. Donc là, j'ai senti ce que c'est une paire de chaussures. J'ai senti ce que c'est un bon pantalon. J'ai senti là, Dieu merci, ça n'a pas duré longtemps, mais ça a duré, le peu qu'a duré, ça m'a marqué dans ma vie. D'accord? Et puis, en même temps, cette perte des amis proches. C'est un coup fatal. C'est-à-dire, tu te lèves chaque matin, l'été, on joue au ballon, tout ça. Un qui s'appelle Mohamed, l'autre qui s'appelle Félix, l'autre qui s'appelle Alain, on joue tous ensemble. Non seulement vous perdez votre père, vous sortez dans le quartier, vous ne trouvez plus vos amis. Et la dernière voiture, je me rappelle toute ma vie, c'est une Fiat 500. Je vois mes 2 petits copains, on était le même âge, collés presque derrière, la voiture était pleine, la Fiat 500. Qui font ça, je sais même pas. Est-ce que les gens, ils peuvent appeler ça une dépression ou quoi? Au point que je partais à Gabès, sur la plage, pour savoir ce qui se passe de l'autre côté de la mer. Est-ce qu'il y a un pays de l'autre côté de la mer? Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait rien du tout. Donc, ce qui me pousse maintenant à faire ça, c'est que je peux apporter, contribuer, à aider des jeunes, ou à apporter la tolérance, l'amour que j'ai vécu, je n'hésiterai pas une seconde d'apporter ce que je peux apporter. J'ai fait une lettre ouverte, 3 jours, je l'ai envoyée. Bon, moi, je l'ai envoyée, au secrétaire général des Nations Unies. Je dis, monsieur, s'il vous plaît, demandez à tous ces pays d'écrire le poste du ministère de la Paix. Pourquoi il y a le ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur? Il n'y a que du fusil et des cannes pour frapper. Pourquoi il n'y a pas un ministère dans chaque pays, un ministère de sagesse, de la paix? C'est vrai. Voilà. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je veux, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, je suis qu'une petite goutte d'eau, rien du tout, Mais j'espère que je serai suivi par des hommes de bon sens pour qu'on profite tous ensemble dans cette terre, dans toutes ces armes, pour donner la mort. La mort, on l'a à la naissance. Les hommes politiques, ils doivent comprendre, c'est qu'ils font la course
vers les armes pour tuer. L'être humain, ou toute chose qu'elle est née, elle n'est pas tout seule. Elle est née, la mort a collé. La mort est là, elle guette la mort. À quoi bon mettre de l'argent pour apporter la mort? Mettez l'argent pour faire des universités. Mettez l'argent pour casser cette misère. Mettez l'argent pour trouver la solution de cancer, de maladie, de sida. Mettez l'argent pour 1,5 milliard qui n'ont pas à boire et à manger maintenant sur cette terre. 1 milliard. En plus, avec la température, regardez, en 3-4 jours, vous savez ce que c'est ça? C'est une catastrophe. Ça, c'est pire que la bombe atomique. Pourquoi? Parce qu'1 degré de plus, ça fait 6 mètres de marée. 6 mètres de marée, ils vont faire disparaître beaucoup de pays. D'accord, ils vont me dire, oui, mais ça ne touche pas ici en Europe, ça touche les îles dans le monde. Non, ça touchera la Hollande, ça touchera la Belgique. C'est le premier qui peuvent être disparaître par cette température qu'elle monte. Voilà la bombe. Donc je dirais, je me déclare moi-même un ambassadeur comment on dit, d'air bon sens. Voilà. Un ambassadeur du bon sens. Du bon sens, d'apporter la paix, d'apporter. Vous savez, quand je vous raconte une histoire, je reviens au début. Le premier projet que j'ai réalisé, c'était dans un petit village, il s'appelle Gematouk, en Tunisie. À chaque fois, Bourguiba, il mettait des petits villages, des petites villes, des petites maisons. Le sable, il arrive, il engloutit tout. Alors, je me suis dit, moi, avec le port-tube, j'ai la solution. Je pars dans ce village, ma femme était avec moi, et il y avait une gouverneure, et tout le monde, on est parti dans ce village. Et j'ai dit, voilà, je vous offre le port-tube. Et en même temps, je testais. Donc, j'ai mis le port-tube autour de ce village, et j'ai planté l'arbre qui s'appelle des tamaris. Des tamaris. Et j'ai suivi ça, puis j'étais le plus heureux. Tout est bien parti, les arbres, tout ça, ça marche. Et le gouverneur, de temps en temps, il n'avait pas le téléphone de maintenant. Il m'envoie le message, j'étais tout content, qui vraiment, c'est une réussite, bravo, bravo, bravo. Et un jour, il m'appelle, affolé, presque, il me sort de téléphone. Ouais, ce qu'il t'a fait, ça vaut rien, tous les arbres, ils sont morts, on a perdu notre temps pour rien, oublie cette idée, oublie-la, ça marchera jamais. Je prends l'avion, dans les pouces, et on part. Donc, dans le sud, à Gematouk. J'arrive, j'étais un choc de voir tout ce que j'ai planté, tout était mort. Tout, pas un arbre qui a été sauvé. Waouh! Alors, le gouverneur est avec nous, et dit, dans le désert, hein, il dit, maintenant, moi, je veux rentrer. Viens avec moi. Je dis, non. Vous allez rentrer. Mais nous, on va rester. Il n'y avait rien. Avec ma femme, on a dormi sur une tente. Pour que je recherche pourquoi ce tube, il n'a pas fonctionné comme il doit fonctionner. Et j'ai trouvé le soir même. Qui a fait tout ça? Parce que le gouverneur, auparavant, il y a des sociétés, des gens là-bas, ils ont chacun une citerne et un âne. Donc, et ils font l'irrigation à ces arbres. Avant que je mette le port-tube. Chaque citerne, des centimes. À peu près 10 centimes sur l'euro. Et le paye l'État. C'est eux qui ont coupé tous les tubes. Ils ont stoppé tous les tubes, le système. Plus d'irrigation, plus d'argent. Ils l'ont tué. Alors j'ai trouvé le chef parmi eux. Et j'ai dit, écoutez, pourquoi vous avez fait ça? Oui, parce que tu nous as enlevé notre pain quotidien. Nous, on gagnait un peu d'argent et avec ça qu'on vit. Ah, j'ai compris. Le lendemain, le gouverneur, il n'est pas venu, il m'a envoyé son adjoint. Il m'a dit, tu rentres. Je dis, non, je rentre pas, il faut qu'il vienne, le gouverneur. Il est venu, et je lui ai dit, j'ai trouvé la solution. Il m'a dit, laquelle? Non, ton produit, je dis, non, je l'ai trouvé. Seulement, donne-moi la liste de ce qu'ils font l'irrigation auparavant. Il nous a donné la liste. Je dis, maintenant, eux, je les embauche des gardiens. J'ai rien dit à l'autre. Et je vais refaire le système. Je n'ai pas dit qu'ils ont coupé. D'accord? J'ai installé le système de nouveau, ils sont devenus des gardiens. Et vas-y, maintenant, c'est une ville de plus de 3-4 000 habitants. Vous voyez un peu? Ouais, c'est marrant. Donc voilà, parce que il y a des choses dans la vie et dans le monde qui vous surprennent. D'accord? Et plus tard après, quand je l'ai dit au gouverneur, j'ai dit, tu me l'aurais dit, ce moment-là, j'ai remis tout le monde en prison. C'est pas mon objectif. Mon objectif qui est vivre. Oui. Donc, qu'est-ce que je rêve? Je rêve de voir un monde bien, un monde ce que nous avons vécu, nous, jusqu'à 70, quoi. Un monde tranquille, un monde bien. Et voilà. C'est ça qui me laisse toujours
Et en plus, je travaille comme si j'ai rien. Attention. C'est ça qui est beau, hein. C'est ça que j'aime bien moi-même. Ah oui, oui, je travaille comme si j'ai rien du tout. Parfait. Voilà. C'est un bon mot de la fin. Alors, j'ai même pas besoin de vous demander le mot de la fin. Est-ce que il y a une question que j'aurais dû vous poser que je ne vous ai pas posée et à la fin que vous voulez évoquer, que je peux vous poser? Non, moi, premièrement, je vous remercie pour ce que vous faites. Parce que c'est bien, d'accord. Michel aussi, je le remercie, mon épouse, et mes enfants et tous ceux qui sont autour de moi. D'accord, je les remercie infiniment. Je remercie ce pays, qui s'appelle la France. Je vais dire quelque chose, mais ça va peut-être un peu gêner un peu. Je souhaite au football, quand on chante la Marseillaise, qu'on la siffle plus. C'est un souhait de moi. Et d'être reconnaissant. D'être reconnaissant. D'être reconnaissant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand on est reconnaissant, on devient sage. La sagesse, c'est dans la reconnaissance. Voilà, c'est ce que je veux dire. Parce que, et puis, ne pas porter du jugement sans épreuve. Vous savez, des fois, j'ai des chantiers, il y a des milliers de personnes. Autour de moi, il y a du monde. Hein. Jusqu'à maintenant, à tout moment. J'attends des choses sur les personnels. Je ne prends jamais aucune décision tant que je l'ai pas eu matériellement et vu matériellement. Ça dérive. Aujourd'hui, juger sans connaître est un sport national, c'est vrai. Ben parce qu'ils veulent vendre. Alors qu'on peut gagner sa vie honnêtement et dormir tranquille. Alors voilà, si j'ai souhait à faire pour la France, je dirais, et pour le football, arrêtez de siffler la Marseillaise. Arrêtez, s'il vous plaît, en respect. Voilà, en respect à nos morts. Chirac l'a dit aussi. En respect à nos morts. On peut dire ce qu'on veut. La France est une nation. C'est pas une race. On est de partout dans ce pays. D'accord? On est de partout. Ça fait de la France. Regarde, elle est née à Kiev. Voilà, elle a des postes politiques ici. Hein? Moi, je suis né à Gabès. D'accord? Il y a qui ma femme, qui est française, qui est là. C'est pas grave, on l'accepte. Voilà, on l'acceptait. Message Pour dire, voilà, moi, franchement, ça c'est pour le football et pour tous les sports. S'il vous plaît, arrêtez de siffler la Marseillaise. C'est tout, je le dis. C'est un symbole. J'espère que vous tenez ça compte de ça, hein, de cette jeunesse. Arrêtez de la siffler, arrêtez. Merci en tout cas pour cet entretien passionnant. Si vous aussi vous avez trouvé que c'était un entretien sage d'ailleurs et que vous avez appris plein de choses, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. C'est comme ça que ça se passe, je suis obligé de vous le demander. Merci Monsieur Ajroudi et toute sa famille de nous avoir accueillis ici pour cet entretien exclusif. Si d'autres questions viennent, eh bien, je vous les enverrai, je vous les poserai et on se trouvera un moment pour faire une partie 2. Mais celle-là a déjà été longue, exhaustive et très intéressante pour remettre aussi les choses au clair par rapport à ce qui est dit autour de ce nom, à tout ce qu'on peut lire, entendre. Là, au moins, on avait le récit fidèle de la personne ici présente. Allez l'OM. Voilà le mot de la fin. Allez l'OM. Bravo. Faut le mettre, hein. Ah, je tiens à cœur. Allez l'OM.